voilà qui fournira des renseignements sur son âme. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Cette phrase m'accompagne depuis de nombreuses années. Une sorte de mantra qui m'a toujours suivi, comme elle accompagne les frères Elric, les protagonistes d'une œuvre mythique. Une œuvre où l'homme cherche à devenir Dieu, où l'on analyse les sentiments humains définis par les 7 péchés capitaux. Dans la version actuelle de notre monde, où les puissants ferment les yeux face aux crimes contre l'humanité, on y trouve des similitudes parfois dérangeantes. Sur fond de science et humanisme, aujourd'hui je vais vous proposer un plongeon dans une œuvre qui m'a choqué et changé. Une œuvre qui a pris mon innocence contre mes premières notions d'humanité. Cette œuvre, c'est Fullmetal Alchemist, écrite et dessinée par Hiromu Arakawa. Metal Alchemist est connu à la manière de certaines œuvres de l'époque pour avoir 2 adaptations en animé. La plus fidèle étant la seconde, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, en lieu et place de Brotherhood. La première n'est pas moins bien au contraire. Écrite et réalisée en même temps que le manga, le réalisateur a dû écrire sa propre version. Les contraintes donnant des obligations à obtenir une fin au récit, une fin qui offre une poésie similaire à la plume de Hiromu Arakawa, changeant un élément de l'histoire, poussant l'engagement émotionnel encore plus loin. Mais ça, c'est une autre histoire pour peut-être une autre vidéo. Fullmetal Alchemist est une œuvre marquante en bien des points. Tout d'abord de par son épisode 1. Le revisionnant avec ma copine à qui je voulais faire découvrir ce chef-d'œuvre, j'ai pu voir à quel point Bones et la réalisation nous baladaient sur un fil de révélation tout du long. Le foreshadowing atteignait des rangs de cas d'école. Cet épisode 1 nous pose absolument tout. Un univers militaire avec des alchimistes d'État servant l'armée et un dirigeant répondant au nom de Führer King Bradley. Des protagonistes en haut couleur forts et représentatifs de leurs valeurs. Des antagonistes, eux, souvent engagés pour détruire la capitale d'Amestris, pays où se passe l'œuvre, ou cherchant à obtenir plus de pouvoir ou l'immortalité par le biais d'une des pierres philosophales. Tout cela sur le fond de la quête de 2 frères qui cherchent à récupérer leur corps après avoir commis l'interdit, la transmutation humaine. Mais je crois que j'avance trop vite. Il est temps pour moi de vous faire un résumé de l'histoire et vous expliquer pourquoi cette œuvre m'a tant touché. L'histoire de Fullmetal Alchemist commence il y a 400 ans, dans le royaume d'Exercès. Ce royaume est au sommet des connaissances alchimistes et scientifiques. Dirigé par un roi en recherche de toujours plus grand pouvoir. C'est à cette époque que notre histoire commence. Un de nos protagonistes, nommé l'esclave numéro 23, est occupé à servir son maître, un scientifique et alchimiste conseiller du roi. En nettoyant le laboratoire, il fait la rencontre du petit être dans la fiole. De cette rencontre naîtra un duo enseignant-élève. La création alchimique enseignant science et alchimie à l'esclave, les deux se donnant même un nom, sortant de leur situation d'objet ou de propriété. Ce petit être dans la fiole, nommé Homonculus, enseignera et manipulera le pouvoir en place en recherche de l'immortalité. En suivra un plan de 10 ans où de gigantesques tranchées seront creusées afin de créer un cercle de transmutation géant, avec, en son centre, le roi d'Exercès. En son centre, pas tout à fait, car le centre est en fait l'esclave 23, devenu von Hohenheim et l'Homonculus. Une fois activé, s'en suivra la création des premières pierres philosophales et la mort de centaines de milliers d'âmes, laissant Hohenheim seul dans la ville vide de ses habitants, eux qui ne font désormais plus qu'un avec lui. Devant lui, dans cette ville fantôme, se trouve désormais un reflet de lui-même, l'Homonculus, qui est devenu une sorte de demi-dieu alchimique et souhaite coopérer avec celui qui a permis sa libération. Choqué du crime impardonnable qu'il vient de commettre et de sa désormais immortalité, l'ancien esclave refuse et décide d'errer, sans aucun but. Hohenheim va errer dans le désert, sans but, épuisé comme cherchant la mort qui ne viendra pas. Il tombera et s'écroulera au milieu du désert, récupéré par des voyageurs de la nation d'Uxing, un pays à l'est des terres connues de nos héros. Dans ces terres, son savoir va se mêler aux connaissances de ses sauveurs, et cela va créer l'élixirologie, un courant alchimique plus pur et des règles bien différentes de ce qu'il connaît. C'est pendant cette errance qu'il va apprendre à connaître les âmes qui sont désormais en lui, apprenant leur nom et histoire et les préparant un jour, il l'espère, à avoir le repos. Mais d'abord, ils doivent mener ce combat ensemble. Père, lui, va commencer de son côté à créer un pays qui permettra à ses plans de voir le jour. Un pays qui va lui permettre de répéter de manière bien plus grande et désastreuse ce qu'il a fait en Xerxès. Il va distiller son savoir et son pouvoir de manière suffisante, afin d'avoir de nombreux pions à manipuler pour ce plan, installant la capitale dans le centre du pays et se plaçant au centre de celle-ci dans les souterrains. Dans l'ombre, il planifie. Quand je vais parler de distiller son pouvoir, c'était aussi au sens premier du terme.
retirant de lui tout ce qu'il rejette, c'est-à-dire l'humanité, celle que l'on représente par les péchés capitaux, montrant son envie de devenir un dieu et d'être supérieur en tout point, créant ainsi sa famille, ou plutôt ses enfants. Pride, lust, greed, envy, sloth et gluttony. Si vous comptez bien, il n'y en a que 6, car son plan doit passer à l'étape supérieure. S'il veut continuer à agrandir Amestris jusqu'à atteindre la forme finale nécessaire, il lui faudra un leader. C'est avec des soldats et scientifiques à sa botte qu'ils vont élever des enfants orphelins en batterie, les éduquant au combat, arts militaires et politiques, mais aussi sujets d'expérience. Il cherche à travers tous ces orphelins celui qui saura répondre à leurs attentes, celui qui deviendra le dernier homonculus, celui qui guidera le plan. Enfants qu'ils trouveront après de nombreux échecs en la présence de celui qui va devenir Führer, King Bradley, ou Wrath, la représentation de la colère. Avec ses enfants, une sorte de garde rapprochée qui aidera ses projets, Père va continuer à métamorphoser les terres et les frontières pour amener au projet final. Onenheim va finir par s'installer dans une communauté, bien que constamment préoccupé par ses démons, il se liera d'amitié avec une femme, nommée Pinako Rockbell, et il trouvera aussi l'amour, en la présence de Trisha Elric. C'est cette femme qu'il fera devenir au final père. Elle qui sait son secret, elle à qui il a tout révélé, et elle qui souhaite lui offrir un souvenir avec une photo de leur famille, car elle sait qu'elle va vieillir, et qu'elle partira avant lui. Ce n'est pas pour rien que la ville des héros se nomme Rassemble. En effet, Ed et Alphonse reviennent toujours à la ville quand ils ont besoin de réparer leur automobile, grâce à Pinako et Winry. Et Resemble ressemble beaucoup à Resemble en anglais, pour rassembler. De l'autre côté d'Amestris, l'armée dirigée par King Bradley doit aller calmer des révoltes provoquées suite à la mort d'un enfant Ishval, tué par un soldat d'Amestris, qui s'avérera être plus tard Envy, qui avec ses pouvoirs a le don de changer de forme. Cette guerre qui finira par le massacre du peuple Ishval, eux qui vouent un culte à un dieu différent. Ici, il y a peu de pitié pour ceux qui regardent. La violence est réelle, les soldats écoutent les ordres. Nos futurs héros massacrent les civils et commettent des crimes de guerre, les changeant pour toujours avec des yeux marqués par le passé et l'ombre de ce qu'ils ont fait. Mustang, Armstrong, Hawkeye, Hughes et Kimberly. Ce dernier est l'un des rares qui s'amuse dans ce cauchemar, car sujet de l'expérience de l'effet des pierres philosophales sur l'alchimie. Lui qui tuera la famille de celui qui va devenir Scar. Se jurant d'exécuter tous les alchimistes, ce dernier, blessé, se fera soigner par 2 médecins d'Amestris, ayant juré de protéger toutes les vies humaines. Mais aveuglé par la rage, Scar les tuera, eux qui se révéleront être plus tard les parents de Winry. Les recherches d'Onenheim lui révèlent ce que prépare Père, le mettant face à ce choix terrible de devoir abandonner sa famille pour sauver le monde. Poussé par sa femme, il partira, laissant ses fils et celle qu'il aime sans un au revoir qui aurait été fatal à sa détermination. Malheureusement pour lui, sa femme tombera malade. Pendant son voyage, les enfants verront leur mère mourir. Adoptés par Pinako Rockbell, grand-mère de Winry, ils découvriront l'alchimie le jour de leur rencontre avec Izumi Curtis, alchimiste qui accepte de les entraîner s'ils découvrent la réponse à une question qu'elle leur pose. 1 est tout est 1. Ce qu'ils feront, et ils deviendront ses élèves. Malheureusement, et malgré leur talent en tant qu'élèves, le jour où ils rentreront chez eux, ils vont commettre l'irréparable, tenter de ramener leur mère à la vie. Cela qui va amener l'ouverture de la porte de la vérité et perdre un bout d'eux-mêmes. Alphonse va disparaître et Edward va perdre sa jambe, ne ramenant à la vie qu'un lambeau d'être vivant, malgré ce qui semble être la recette exacte d'un être humain, répondant à ce besoin d'échange équivalent nécessaire à l'alchimie. À l'article de la mort, Ed tentera de ramener son frère, la seule personne qui compte pour lui à la vie, sacrifiant aussi sa jambe. Il va ainsi sceller l'âme de son frère dans une armure vide, les laissant traumatisés de leur expérience. Ainsi commence le parcours de nos 2 protagonistes. L'un dans une tentative de ne jamais répéter le crime qu'il vient de commettre et retrouver leur corps, l'autre dans un questionnement permanent de ce qu'il est et de ce qu'il fut, elle ne pouvant plus manger ou dormir et ne ressentant plus le froid ou la chaleur, perdant ainsi tout ce qu'il fait de lui un être humain. Ainsi est introduit l'armée auprès des frères, en la présence de Hawkeye et Mustang, venant les recruter pour l'armée sous peine de jugement de leurs crimes. Les frères n'ayant que peu de choix, ils vont profiter des ressources fournies par le gouvernement pour devenir des chiens d'Amestris, surnom péjoratif donné aux alchimistes d'État et essayant de trouver la pierre philosophale qui répondra à leurs besoins, se préparant à de terribles combats pour la vérité. Edward assura donc ce rôle, lançant tout brûler derrière lui. Avec Alphonse, s'ils n'ont plus de chez eux, aucun retour en arrière n'est possible. Avec dans sa montre, celle des alchimistes d'État, une note, un devoir de mémoire. Ne pas oublier le 3 octobre, date de leur tentative de transmutation humaine, le péché capital dans l'alchimie.
Dans ce rôle, ils tomberont face à un alchimiste renégat, qui tente de prendre d'assaut le QG militaire de Centrale. Celui-ci, une fois face aux frères, leur révélera qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se trame ici. Et lors d'un de ces assauts, l'on verra apparaître les yeux de Père, révélant que tout se met en marche dès le départ. Cet alchimiste se fera tuer par King Bradley. Et quand l'histoire est dans l'ordre chronologique, tout cela paraît être une évidence. Mais lors d'un premier visionnage, nous n'avons pas encore découvert tout ce que je vous ai présenté. Donc nous ne savons pas qui est ce dirigeant charismatique et si bon à l'épée. Tout au long de l'œuvre, nous verrons aussi des personnages extérieurs à Mestris et surtout des habitants de Xing, maîtrisant l'élixirologie, comprendre que quelque chose se cache sous terre. Les garçons sont envoyés en mission, car il semblerait que des choses se trament via un culte religieux. Arrivés là-bas, ils découvriront qu'un prêtre semble faire des miracles sans utiliser de cercle de transmutation, révélant de manière certaine qu'une pierre est à l'œuvre. C'est ainsi qu'on découvrira la personnalité des deux frères. Bien que plus sympathique de prime abord, Alphonse poussera Ed à un peu plus de gentillesse. Les deux frères diront à Rose, victime manipulée par le prêtre, que c'est à elle de vivre dans l'ombre de son deuil ou avancer. Elle qui voulait sauver celui qui lui promettait de ramener son aimé à la vie. Et c'est ainsi que commence l'évolution des personnages de l'œuvre. Cette jeune femme qui devait être qu'une rencontre finira par réapparaître aux côtés des citoyens de la ville, la rebâtissant après de nombreuses émeutes. Ces dernières dirigées dans l'ombre par les homonculus afin de faire couler suffisamment de sang pour le rituel qu'ils préparent. Mustang, supérieur de Ed et Alphonse, les mettra en lien avec Shaw Tucker, un alchimiste d'État expert en chimères, création liant deux êtres vivants. Les alchimistes d'État, afin de mener leurs recherches, doivent garder leur titre. Ces derniers ne pourront être conservés qu'en réussissant leurs recherches et missions. Malheureusement, le scientifique arrive à la fin de sa deadline et semble de plus en plus angoissé et malade par l'idée de perdre ce statut. Lui qui élève seul sa fille et vit seul avec son chien, que les enfants prendront tous deux sous leurs ailes, souhaitant aider Tucker en contrepartie de l'accès à ses recherches. Malheureusement, ils finiront par découvrir la terrible vérité derrière leur titre, et aussi les hommes. Monsieur Tucker comme étant l'irréparable. Pour conserver son statut, il fusionnera son chien et sa fille, menant à l'un des plus grands traumas de l'animation japonaise. C'est ici qu'on découvrira Scar, qui rentrera chez les Tucker, ce dernier assigné à résidence en attente de son jugement. Et il épargnera aussi une vie gâchée à Nina. Les garçons rencontreront ensuite le docteur Marco, qui leur révélera, en tant que créateur de la pierre philosophale, de quoi cela est fait, mettant Ed et Alphonse face au terrible choix d'utiliser des âmes humaines. Qu'est-ce que la vie face à la mort? Les garçons grandissent vite dans l'œuvre, beaucoup trop vite. Si la dureté dont Edward fait preuve face à Rose et le trauma face à Nina ne suffisaient pas, c'est quand ils vont amener Winry vers un lieu où elle pourra en apprendre plus sur les automails qu'un autre trauma achèvera ce développement. Comme je vous le disais plus tôt en parlant de Nonheim, ou aussi d'Izumi, qui a malheureusement perdu son enfant en couche et qui a tenté elle aussi la transmutation humaine pour le ramener à la vie, sacrifiant ainsi ses organes et ne pouvant plus mettre au monde, mais aussi Ed et Alphonse qui ont tenté de ramener leur mère. La non-acceptation de la mort est omniprésente. Mais ici, nous parlons constamment d'êtres surhumains, avec cette alchimie, un savoir appris à la sueur de leur front. Mais nous étions aussi face aux terribles épreuves et dégâts collatéraux avec Rose et Nina, mais de manière bien moins frontale, juste passagère. Mais rarement de manière aussi dure que la perte de Maes Hughes. Meilleur ami de Roy Mustang et protecteur des deux frères, lui si fier de sa fille et sa femme, rabâchant les oreilles de son meilleur ami de son amour envers sa famille, invitant les frères et leurs amis à manger une part de tarte, c'était un serviteur d'Amestris, dans le sens noble du terme. Oui, mais un homme, comme il y en a des tonnes. C'est à force d'enquête qu'il découvrira toute la vérité, et sur ce qui se trame dans l'armée à la botte de Père et de King Bradley. Se faisant assassiner par Envy, cela amènera une autre scène déprimante et criante de réalisme. Tu sais, Alicia, Comment il va faire pour aller travailler maintenant? Alicia, Je veux pas qu'on l'enterre. Je veux pas. Papa! Mais c'est en éteignant une âme que la flamme de la rébellion s'allumera. Roy Mustang et ses fidèles décideront de remonter les traces et trouver ce qui a coûté la vie à Maes Hughes, et ainsi honorer la promesse dite sur les cendres du pays d'Ishval. Un jour, le caporal sera au sommet du pays et le changera pour un avenir meilleur. Désormais en quête de vérité, le caporal va mener sa barque face au navire de guerre qu'est le gouvernement, cherchant des fidèles et des gens pour le suivre, tombant ainsi dans une véritable aventure de contre-espionnage et de politique. Dans sa recherche d'alliés et sa volonté de protéger ses fidèles, il sera prêt à mettre son nom et son honneur en jeu. Maria Rose sera accusée d'avoir tué Hughes,
Mustang sera ainsi dépêché pour se débarrasser d'elle. En parallèle, les frères revenus d'un voyage fort en émotion, ayant même mené Winry à avoir trouvé un nouveau mentor pour en apprendre plus sur les automails, lieu où elle donnera la vie aussi au petit enfant de son mentor, ils découvriront la vérité sur la disparition de leur protecteur. Mais ils mèneront aussi une enquête sur les laboratoires de Centrale, trouvant des cercles de transmutation où les prisonniers étaient sacrifiés pour créer les pierres philosophales. Ici, Alphonse se retrouvera face à une âme coincée dans une armure, Berry the Butcher, qui mettra Alphonse face à des doutes immenses. Ses souvenirs sont-ils réels ou a-t-il été humain ? Ces événements vont provoquer de tels doutes chez Alphonse qu'ils vont aussi le faire évoluer, s'émancipant du rôle de petit frère, suivant Ed, à un jeune homme avec ses propres aspirations. De l'autre côté, Mustang, qui s'est retrouvé à affronter Lust et l'a tué, montrant bien sa puissance, manipulera tout le monde, faisant croire qu'il a tué Maria Ross. Les frères Elric et ses plus fidèles alliés ne le voyant que comme un soldat assoiffé de vengeance. Mais tout cela n'était qu'un jeu de dupes. Quand Selim Bradley, le fils du Führer, dira être un homonculus à Hawkeye, en la présence de Prime, celle-ci révélera en morse au caporal la vérité. King Bradley, lui, va se débarrasser des gêneurs en les mutant en différents lieux. Mais ils trouveront malgré tout un moyen de communiquer. Ils se donnent rendez-vous le jour promis afin d'achever leur plan. Ed et Al, quant à eux, vont chercher à voir Izumi pour découvrir ce dont ils doutent encore et révéler la vérité sur ce qu'ils ont commis avec leur mère. Là-bas, ils vont rencontrer Grid, qui a quitté Père pour mener sa route. Ils seront retrouvés par King Bradley, où on découvrira tous ses talents d'homonculus au combat. Ce dernier allant jusqu'à assassiner l'une des suivantes de Grid qui était cachée dans l'armure d'Alphonse, offrant à ce dernier une énième épreuve traumatisante. Grid, l'homonculus de la cupidité, sera ainsi ramené à Centrale et de retour dans Père avant sa renaissance. On rencontrera au même moment Ling Yao, qui souhaite devenir le futur empereur de Xing où des multiples familles et clans se battent pour leur survie. Mais c'est aussi et surtout la terre de l'Ixirologie. L'échiquier politique et terrestre se mettant en place, chacun avance ses pions. Ed, lui, décidera d'aller sur la tombe de sa mère, où il rencontrera son père. Pour la première fois depuis son départ, et s'ensuivra l'expression de tout son sentiment pour celui qui les a abandonnés. Leur père leur révélera que le corps qu'ils ont ramené n'était pas celui de leur mère. Ce qu'il confirmera en creusant dans les décombres de leur maison. Un trauma qui hurle à Ed que leur situation avait été causée par des efforts inutiles, et qu'ils avaient commis une grossière erreur. C'est de retour à Centrale que nos héros se retrouvent de nouveau à rencontrer Gluttony et l'affronter, avant que ce dernier n'ingère Envy, Ling Yao et Ed, ne laissant qu'Alphonse à l'extérieur. Les affrontements contre Envy sous sa forme monstrueuse montrent les visages des âmes ayant amené à sa naissance et enrageant Ed, comme un constant rappel de ce qu'il ne doit pas faire et pourquoi il ne doit pas utiliser la pierre philosophale. L'action avançant, ils finissent par être libérés du ventre de l'homonculus, se retrouvant face à Père, dans ce lieu où leur alchimie semble ne pas leur répondre. Ling Yao, lui, de par sa soif de pouvoir et résistance, deviendra l'hôte de la pierre philosophale de Grid, faisant de lui un homonculus. Ling Yao changera sa fierté contre une place dans les rangs de Père, pour pouvoir être assez fort pour les siens et enfin arriver à cette immortalité dont il a tant besoin pour devenir empereur. Les différents protagonistes et antagonistes se rencontreront, se défieront et s'allieront, marqués entre autres par la quête de Scar, qui aidera le docteur Marco, l'un des éléments importants des recherches sur les pierres, à échapper à Kimberly, à la solde du Führer, car il peut utiliser son pouvoir à plein potentiel et faire couler le sang. Ils seront menés jusqu'à Drachma, où ils rencontreront Lady Armstrong, la dirigeante du mur protecteur des Terres du Nord, où Slot finira de creuser les tranchées nécessaires au cercle de transmutation, et Kimberly, qui fera couler le sang des armées du pays pour le rituel. C'est ici, et à sa deuxième rencontre avec Scar, que Winry achèvera son évolution. Elle qui l'avait menacé d'une arme à feu quand elle découvrait qui il était, l'assassin de ses parents. Elle finira par lui pardonner, brisant ainsi le cercle de la haine. Car ses mains sont faites pour mettre au monde, et non pour détruire et tuer. Dans les décombres de cette mine, les groupes se séparent. Un groupe rassemblera Scar, deux chimères soldats qui souhaitent retrouver leur famille, qu'ils ont déçue, faute aux êtres humains détestables qu'ils étaient devenus, et peut-être retrouver leur forme normale, le docteur Marco et May, qui représentent tout le savoir en élixirologie nécessaire à la compréhension des plans. Le duo avec Scar, permettant de comprendre que les tatouages que son frère, qui était prêtre et chercheur, sont la clé pour déjouer le plan de Père, car il avait trouvé un moyen de créer un cercle pouvant s'opposer au cercle sacrificiel. Ils seront alors rejoints par Alphonse, qui dut défier la tempête de neige et rencontra les premiers rejets de son âme par l'armure. De son côté, Edward échappera à de graves blessures après son combat contre Kimberly. Et ainsi commence le rassemblement pour le plan final, et tout le conflit qui l'en suivra. Le jour promis, les héros se rassemblent. Briser ce cercle de la haine,
amènera le personnage qui veut guider Amestris vers une paix durable, proche de sombrer dans les abîmes de la vengeance. Quand il découvrira qui est derrière le meurtre de Hughes en la présence de Envy. L'homonculus, qui une fois dans sa forme initiale ne vaut pas mieux que le petit être dans la fiole. Mustang, irradiant de haine, cherchera à faire exploser sa pierre philosophale en déchaînant ses flammes, ce qui ira jusqu'à profondément choquer Hawkeye, elle qui a supplié le caporal de brûler son dos afin que plus jamais un autre alchimiste des flammes voie le jour. Elle qui a le dos tatoué des cercles nécessaires par son père. Alors que Mustang allait achever Envy, Hawkeye et Ed l'en empêcheront. Envy finira par se suicider en larmes, hurlant son dégoût, mais surtout son envie des humains. Lui ou elle qui n'avait jamais connu l'amour sincère que ressent ce groupe, dont les relations se sont bâties sur des épreuves. Adieu. Edouard. Elric. Lorsque le combat final commence, que Central est pris d'assaut par les forces du Nord, les héros, eux, dans les souterrains, cherchent à rejoindre Père. Malheureusement, Izumi, Ed, Alphonse et Onunheim se retrouveront tous les quatre transportés à l'endroit où ils doivent être, ne laissant une place qu'au cinquième, qui au même moment sera forcé d'ouvrir la porte de la vérité par Ross pour sauver Hawkeye à l'article de la mort. Si tous ont sacrifié quelque chose, pour Mustang, lui, son sacrifice n'a de sens que pour lui retirer son rêve. Il perdra la vue, empêchant de voir au sens premier du terme sa promesse se réaliser. Le cercle de transmutation d'Amestris, creusé par Slot, peut enfin entrer en jeu. Les 5 laboratoires secrets, faisant eux-mêmes partie du tout, le tracé peut donc s'activer et former le cercle, nécessaire au sacrifice. Car tous les sacrifices ont été réalisés, Ishval, Drachma et autres mouvements populaires ayant permis au plan de se mettre en marche. L'éclipse solaire étant le point final à tout cela. Mais du côté des héros, et une fois toutes les recherches achevées et rassemblées, ils ont pu créer un cercle d'élixirologie afin de le contrer. Aidés par les Ishval, qui vivent dans les bidonvilles et souhaitent suivre Scar. Là où le cercle de Père amènera les énergies en son centre, c'est-à-dire vers lui, c'est l'inverse qui se produit pour celui d'élixirologie. Cela provoque un rejet des âmes de la part de Père, les âmes des uns et des autres étant transportées à travers ces cercles. Le combat final éclate, menant à la mort de Ras, puis Fried, non sans mal, et aussi au sacrifice de Grid, par reconnaissance envers Ling Yao et tout le respect qu'il a envers lui. Père, quant à lui, résiste et met à mal Alphonse et Ed, au point de briser l'armure et presque tuer l'un de nos héros. Alphonse, dont l'armure est brisée, ira jusqu'à sacrifier son âme pour permettre à Ed de récupérer son corps. Quand le combat se termine, l'homonculus, l'être dans la fiole, reçoit enfin sa punition. Un est tout, tout est un. Il se retrouve condamné pour avoir voulu devenir absolu. Là où en parallèle, Ed se retrouve lui aussi face à la porte de la vérité, car lui aussi a compris ce qu'il devait faire. Il doit aller chercher son frère, et savait ce qu'il devait offrir. Chose que l'on comprend après le visionnage, car là où on pense qu'il va se sacrifier, disant que c'est la dernière transmutation de l'alchimiste Full Metal, c'est en fait dans un autre sens de lecture qu'il faut le comprendre. Lui qui pourrait ouvrir grand la porte, décide d'offrir tout son savoir actuel et à venir en alchimie pour vaincre la vérité qui le confronte. Cette dernière s'avant vaincue, elle qui représente toute la question, et disant à Edward qu'il peut récupérer son frère. Et c'est ainsi que Hiromu Arakawa nous a enseigné une philosophie que l'on trouve dans de rares œuvres. Vagabond, Beck, Ascension, de nombreux mangas et animés nous enseignent nombre de leçons et font réaliser ce qu'est la vie. On grandit avec. Mais Full Metal Alchemist fait partie des œuvres où l'on comprend que l'on fait partie d'un tout. Chacun mène son aventure, mais nous ne sommes en rien indissociables de sa globalité. C'est aussi par les épreuves vécues et les réactions choisies que l'on évolue et que l'on fait évoluer les autres. Maes Hughes, soldat voulant suivre Mustang, a réparé ses blessures par la fierté pour sa famille. Armstrong voulait devenir fort pour protéger les siens. Le docteur Marco, lui, veut expier ses crimes en aidant le bien commun. Ling Yao, sa cupidité personnelle, est remplacée par une vue d'ensemble, non pas de son clan mais de son peuple. Scar, le tribun de la vengeance, est désormais le guide des survivants de son peuple et veut reconstruire sa nation et son héritage. Mustang, lui, est le futur guide pour les siens. Winry, elle, a pardonné Scar, enclenchant la fin du cercle de la vengeance. Ed et Alphonse, eux, souhaitent désormais suivre les traces inverses de Onunheim, qui s'est éteint, les laissant orphelins, et en découvrir plus sur les sciences et alchimies des autres pays. Alphonse partant à l'est pour voir l'élixirologie et May, là où Ed partira vers l'ouest. Ed demandant en mariage Winry, qui répondra à sa demande bancale et hésitante sur le fait qu'elle lui offre la moitié de sa vie, par le fait qu'elle lui offre tout à part entière. Et c'est peut-être en donnant tout sans attendre en retour
que l'on a un véritable cœur full metal. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, cliquer sur le like et cliquer sur la cloche si jamais vous en entendez d'autres. N'hésitez pas à me faire de retour. Il y aura possiblement quelques dérangements au niveau du son parce que j'ai dû enregistrer 2 fois la piste voix. J'ai un micro un peu bancal actuellement. J'ai fait de mon mieux. J'espère que le montage vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'œuvre et de la vidéo en général. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt.